Le sweep des Cavs. Warriors en 4. Les Cavs en 5. Warriors en 5. 4-2 pour Cleveland. Warriors en 6. Cleveland dans le match 7. Warriors en 7. Au buzzer. Light. Aide-nous. Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo preview des finales NBA 2017. Ça y est, on y est. Et on va tâcher de vous présenter un maximum de données, un maximum d'éléments le plus objectif possible pour que vous soyez, comme nos deux compères là qu'on vient de voir à l'instant, pour que vous soyez en capacité de comprendre ce qui va se passer dans ces finales et quels vont être les rapports de force et au final, qui peut l'emporter. Finale de tous les superlatifs. Le choc des titans, les super mutants face aux super héros. Évidemment, jamais dans l'histoire de la NBA, on a pour la 3e fois consécutive les deux mêmes équipes qui s'affrontent. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA, même du temps où il y avait très souvent le Celtics-Lakers en finale. Ça n'est jamais arrivé 3 fois de suite. Il y avait toujours Philadelphie ou San Francisco qui venaient se glisser là-dedans. Là, 3 fois de suite, Warriors-Cavs. Première fois dans l'histoire aussi de la NBA que deux équipes s'affrontent après un tel palmarès en play-off. 24 victoires pour seulement une défaite en cumulé. Et c'est aussi la première fois dans l'histoire qu'une finale va regrouper 7 All-Stars ensemble sur le terrain. Bref, le choc des titans, le choc des superlatifs. Si avec ça je vous ai pas vendu l'événement, moi je ne peux plus rien faire pour vous. Je vous propose qu'on commence par un petit tour d'horizon des rapports de force avec effectivement deux équipes, vous voyez ici, qui ont à l'issue des 3 premiers tours des playoffs un net rating, donc un différentiel attaque-défense à plus de 16 unités. C'est absolument colossal avec, pour faire simple, une équipe des Cavs meilleure attaque et une équipe des Warriors meilleure défense. C'est vraiment pour schématiser, pour que vous compreniez vraiment les structures de base de ces équipes. Une équipe de Cleveland marquée notamment par une extraordinaire adresse dans les tirs de loin, dans les tirs à 3 points, et puis des Warriors qui ont été dans l'excellence depuis le début de saison et sur les playoffs, avec effectivement une très bonne défense, une attaque prolifique, un jeu très riche en passes et finalement relativement peu de déchets au vu de toutes les séquences d'attaque et de jeu rapide que développe cette équipe des Warriors. Tout seigneur, tout honneur, je vous propose qu'on commence par analyser les Cleveland Cavaliers. On a déjà fait une vidéo dédiée juste avant celle-là sur cette équipe des Cavs, donc on va pas scruter, rescanner tout ça. Voyez la vidéo pour vraiment comprendre où en est cette équipe de Cleveland. Globalement, cette équipe des Cavs, c'est une équipe relativement binaire, qui est vraiment dans la tendance actuelle NBA, avec plus de 40% ici de tirs tentés au-delà de la ligne à 3 points, un gros tiers de tirs tentés dans la RA, dans la Restricted Area, donc tout près du cercle. Ça, c'est vraiment des tirs tentés à 1 mètre du panier. Et puis après, on a un petit peu de tir à mi-distance, un petit peu de tir in the paint, c'est-à-dire dans la raquette, mais à plus de 1 mètre du cercle. Mais globalement, pour comprendre cette équipe des Cavs, retenez que ça tire énormément à 3 points. Et après, au-delà de ça, ça attaque aussi pas mal le cercle. Une équipe des Cavs, souvenez-vous, qui s'est transcendée en play-off, notamment en maximisant complètement sa réussite au tir, notamment sur les catch and shoot, donc sur les réceptions tirs, où on est allé gagner pratiquement 8 points de pourcentage, et c'est vraiment spectaculaire sur les tirs à 3 points, ou sur les catch and shoot, on est passé de 40% à pratiquement 48%, donc pratiquement 50% de réussite à 3 points, ça correspond à du 75% de réussite à 2 points en extrapolé. Et puis au-delà de ça, on a amélioré la réussite in the paint, à mi-distance, évidemment sur les tirs à 3 points, on le disait, mais particulièrement dans le coin gauche, dans le coin droit, et puis sur les above the break, donc ce sont les 3 points au-delà des 45 degrés. Pour ce qui est
de l'adresse tout près du cercle, on est sur les mêmes standards qu'en saison régulière, mais c'est vraiment dans les tirs à mi-distance, dans les tirs de champ, dans les jump shots, que cette équipe des Cavs, elle s'est transcendée, elle a passé un cap en playoff et elle atteint finalement ce niveau d'efficacité offensive qu'on a constaté sur les 3 premiers tours des playoffs à l'Est. Maximisation de l'attaque, de l'adresse, et ce qui est très impressionnant, c'est que ça s'est fait évidemment sur les tirs complètement ouverts, sur les wide open, même si durant ces playoffs les Cavs en ont eu un petit peu moins, eh bien le peu qu'ils ont eu, même si ça représente quand même pratiquement 18%, eh bien ils sont passés de 46% de réussite à 53%. C'est absolument phénoménal. Et 41, on va dire 42%, ils sont passés à 48 à 3 points. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'ils ont maximisé leur adresse sur les tirs bien contestés, en passant de 48,9 à 51,8. Donc, vraiment, maximisation totale de l'adresse côté Cavs, et ça a été vrai sur les tirs complètement ouverts, et également sur les tirs relativement bien contestés. Il n'y a que quand ils ont été dans des configurations où le défenseur était vraiment très très près, où la défense était vraiment très serrée, à moins de 60 cm, où là, leur adresse a baissé, mais ça c'est traditionnellement le syndrome playoff, les défenses sont un petit peu plus dures, un petit peu plus serrées, donc on est plus souvent sur vous et ça fait baisser votre pourcentage. Mais au-delà de ça, explosion de l'adresse de Cleveland. C'est ce qu'on voyait ici, vrai sur les 2 points, vrai sur les 3 points, et au total, on a comme ça entre 6 à 8 points de pourcentage qui ont été glanés, et ça a permis à cette attaque de Cleveland, qui était déjà bonne, de devenir excellentissime. Côté Warriors, on a un petit peu moins ce côté binaire dans la répartition des tirs, dans la sélection de tirs. On attaque beaucoup le cercle, on tente beaucoup de tirs dans la restricted area, dans la zone restreinte, un tiers pratiquement des tirs tentés. Ce qu'on va avoir un petit peu plus par rapport aux Cavs, c'est ce gros pavé-là, qui concerne les mid-range, les tirs à mi-distance. On va tirer un petit peu moins à 3 points que cette équipe de Cleveland, mais un petit peu plus à mi-distance. C'est ce que vous voyez ici sur la sélection de tirs, la carte infrarouge des tirs tentés, beaucoup de tirs tentés au cercle, mais également, au-delà de ça, quand même pas mal de tirs tentés à mi-distance le long de la ligne de fond et à 45 degrés au niveau des postes hauts. Équipe des Warriors, qui est la 6e équipe de la NBA qui tente le plus de tirs à 3 points, avec une formidable réussite. Ces Warriors, au-delà de leur très bonne défense, et aussi une extraordinaire locomotive d'attaque. 3e équipe la plus à droite à 3 points de la ligue, et c'est l'équipe la plus à droite au niveau de la zone restreinte. Ici, tout près du cercle, les Warriors sont les meilleurs finisseurs de la ligue, et c'est également l'équipe la plus à droite à mi-distance. Donc excellence de l'attaque, excellence de la réussite, comme du côté des Cavs, côté Warriors, avec cette particularité par contre qu'on a maintenu ce niveau d'excellence depuis les débuts de la saison régulière jusqu'au playoff. On n'a pas eu ce passage en mode playoff, cette élévation du niveau de jeu en playoff. On a maintenu un niveau de jeu très très élevé côté Warriors, et puis au-delà de ça, c'est aussi la 2e équipe la plus à droite pour les tirs à 3 points above the break, donc au-dessus ici du corner. Si on compare la performance en playoff par rapport à la saison régulière côté Warriors, et bien comme je vous le disais, on est dans la continuité de ce que les Warriors avaient bien fait en saison régulière. On a juste perdu un petit peu de pourcentage de réussite dans la zone restreinte, mais on a optimisé son adresse in the paint, on a optimisé son adresse dans les tirs à mi-distance. Souvenez-vous, les Warriors étaient l'une des équipes la plus à droite de la saison régulière. Ils ont encore optimisé ce palier-là. On a aussi optimisé l'adresse dans le coin gauche, mais diminué dans le coin droit. Donc tout ça, ça s'équilibre. Et puis, pour l'adresse à 3 points above the break, on est dans les standards de la saison régulière. Au final, on a quand même des Golden State Warriors qui, en playoff, affichent un 50,2% de réussite au tir, là où ils étaient à 49,6% en saison régulière. Donc,
petite optimisation de la réussite au tir côté Warriors, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on était dans l'excellence en saison régulière et on a maintenu ce niveau d'excellence en playoff. Pour que vous compreniez les rapports de force, on a du côté des Cavs la 4e défense. Je me suis basé là sur les rendements playoff, parce que les Cavs de la saison régulière ne sont plus du tout les Cavs des playoffs. Donc analyser les stats de saison pour jauger du niveau actuel des Cavs, eh bien c'est se tirer une balle dans le pied, parce que ça n'est plus du tout la même réalité. Donc je me suis basé sur les rendements playoff. Donc forcément, on a moins de recul, on a moins de comparaison, on n'a que 3 adversaires, donc les tendances peuvent être un peu tronquées, mais c'est vraiment pour vous donner les grandes lignes. Donc côté Cavs, on a la 4e défense au niveau de la zone restreinte. On a la 11e défense pour les tirs à mi-distance et la 9e défense pour les 3 points above the break des playoffs. Et opposé à ça, on a une équipe des Warriors, alors je me suis trompé, c'est pas première défense, mais c'est bien première attaque. Opposé à ça, on a une équipe des Warriors qui est la plus à droite au niveau de la zone restreinte, la plus à droite dans les tirs à mi-distance et la 2e plus à droite au niveau des 3 points tentés above the break. Donc on a effectivement un choc d'attaque côté Cavs face à un choc de défense côté Warriors, mais inversement, l'attaque des Warriors semble beaucoup plus forte que la défense des Cavs. Autre point qui est très important à avoir en tête, je vous en avais déjà parlé dans la preview face aux Celtics. Cette équipe des Warriors, voyez que c'est l'équipe qui produit le plus de passes décisives dans son jeu d'attaque et c'est l'une des équipes qui fait le plus circuler la balle. Et ça c'est très très important quand vous affrontez les Cleveland Cavaliers, parce que souvenez-vous, les Cavs, ils n'ont que 6 victoires pour 12 défaites face aux équipes qui font le plus de passes en attaque de calibre playoff. J'ai enlevé les équipes qui sont très très faibles parce qu'ils tronquent la donne, mais vous prenez le top 10 des équipes qui font le plus de passes décisives en attaque et qui sont d'un calibre playoff, donc qui sont dans le haut du panier, eh bien 6 victoires, 12 défaites pour les Cleveland Cavaliers, et c'est effectivement la confirmation de constats que j'ai pu faire tout au long de la saison régulière. Dès qu'il y a beaucoup de mouvements sans ballon, dès qu'il y a beaucoup de dangers sans ballon opposés à la défense des Cavs, eh bien on voit un petit peu toutes les faiblesses de QI basket collectif de cette équipe de Cleveland, et bien souvent ça communique mal, ça change mal, et on laisse comme ça des tireurs ouverts, et c'est dans ce contexte-là que la défense de Cleveland peut prendre l'eau. Mais vous allez me dire, attends Bly, t'es bien sympathique, mais tu nous avais déjà dit ça à l'époque concernant les Boston Celtics, qui étaient également une des équipes qui créait le plus de jeux sans ballon et qui avait le plus de mouvements en attaque, et ils se sont fait exploser par les Cleveland Cavaliers. C'est pas faux. C'est pas faux, mais je m'attendais à cette objection qui est tout à fait légitime, que je me suis moi-même posée, et je suis donc allé analyser les comparatifs qui peuvent exister entre les Celtics et les Warriors. Et bien entendu, en termes de qualité d'attaque, même si les deux équipes ont une structure un petit peu similaire, c'est-à-dire que le fond de jeu des Celtics ressemble un petit peu au fond de jeu des Warriors. On a deux équipes couteaux suisses qui font beaucoup de choses en attaque, qui ont un ballon très vivant, beaucoup de mouvements sans ballon, donc c'est intéressant de comparer les deux. Sauf que bien entendu, les Warriors ne sont pas les Celtics. Il y a beaucoup plus de danger et de talent offensif côté Warriors, et forcément la donne n'est pas la même. J'ai donc sorti ce tableau des différentes fréquences de tir par rapport à la position du défenseur. Donc Veritaille, vous avez un défenseur qui est à moins de 60 cm du tireur, ça arrive dans 16,9% des cas côté Celtics, et il tournait en moyenne à 48% de réussite dans cette configuration-là. Et j'ai comparé donc le rendement des Celtics par rapport au rendement des Warriors, et vous vous rendez compte que dans le même contexte, eh bien cette équipe des Warriors, elle est beaucoup plus à droite que l'équipe des Celtics. Il n'y a que sur les tirs à 3 points complètement ouverts où les Celtics
ont tourné à 43,8% de réussite en playoff, là où les Warriors ont été à 42,4%. Donc il n'y a que dans ce contexte-là que les Celtics ont été un petit peu meilleurs, mais dans tous les autres, eh bien, les Warriors sont très nettement meilleurs que les Celtics. Et sur un tiers des tirs tentés, qui sont là, les tirs open, eh bien, les Celtics tournaient à 41% de réussite en playoff, là où les Warriors sont à 57%. Et souvenez-vous, j'enlève ma tête pour que vous voyez le graphique, souvenez-vous de ce que je vous disais en analysant les matchs des Celtics, ils ont des tirs ouverts, mais ils ne les mettent pas. Et c'est symptomatique ici quand vous voyez que un tiers des tirs tentés par les Celtics étaient des tirs ouverts et ils sont qu'à 41% de réussite sur ces tirs-là. Eh bien, on a globalement le même tiers de tirs ouverts côté Warriors, mais on est à 57% de réussite sur ces tirs-là. Ça veut donc dire que quand les Celtics arrivaient à créer des décalages en mettant la défense des Cavs un petit peu en difficulté, eh bien, ils n'arrivaient pas à mettre dedans. Les Warriors, ils vont créer les mêmes décalages, ils vont mettre la défense des Cavs dans des mêmes situations difficiles, sauf que derrière, ils vont être à pratiquement 60% de réussite. Et ça, évidemment, ça change tout. Et sur l'autre tiers de tirs tentés, sur les tirs tie, donc sur les tirs où le défenseur est relativement proche, entre 60 cm et 1m20, les Celtics étaient à 47,20% et les Warriors ils y sont à 57%. Donc même quand il y a une défense un petit peu plus marquée, eh bien on a encore un très net avantage Warriors, ce qui peut laisser à penser que effectivement les décalages que vont réussir à se créer cette équipe de Golden State grâce à son jeu de passe, grâce au mouvement sans ballon, eh bien ils vont permettre de trouver de l'adresse, de trouver des paniers, de trouver de l'efficacité offensive, ce que les Celtics n'arrivaient pas à faire. Alors vous allez dire, mais attends, pourquoi quand on est sur des open, on a un moins bon pourcentage que quand on est sur des tailles? Parce qu'a priori, le défenseur, il est plus présent sur taille et moins sur open, ça devrait être l'inverse. C'est pas faux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez avoir un défenseur qui est par exemple en very tie et vous êtes sous le cercle à mettre un lay-up. Tandis que vous pouvez être complètement ouvert mais à 3 points, ce qui peut expliquer ces différentiels d'adresse. C'est pas la présence du défenseur, la proximité du défenseur n'influe pas forcément sur la réussite brute. Voilà, juste petite parenthèse pour que vous puissiez bien comprendre ce tableau. L'équipe des Warriors, on en parlait justement, qui a un profil similaire à celui des Celtics, avec, quand vous regardez les play types, donc la structure de l'attaque, énormément d'homogénéité. Il y a finalement assez peu de tendances qui prédominent, on peut faire plein de choses côté Warriors. Évidemment, on va faire quand même d'une manière majoritaire du jeu en transition. Stop défensif côté Golden State, on lance une contre-attaque et derrière on trouve un panier facile. Jeu rapide, ça reste quand même le fonds de commerce de cette équipe de Golden State. Par contre, opposé à ça, voyez qu'il y a toute une pléthore de choses comme des off screen, comme des hand-off, comme du pick and roll porteur de balle qui sont faits d'une manière relativement homogène, un petit peu plus de spot-up, mais toujours avoir en tête Warriors égale équipe couteau suisse, égale on fait plein de choses, égale on crée beaucoup de dangers, balle en main, mais également sans ballon. Côté Cavs, on est dans une structure d'attaque un petit peu plus schématique. On a, voyez, un petit peu moins d'homogénéité. Vous voyez que là, on a un camembert qui est pratiquement homogène. Là, on a quand même 3-4 grosses parts. Côté Cavs, bien entendu, on fait aussi de la transition, mais on fait beaucoup plus d'isolation que cette équipe des Warriors, beaucoup plus de pick and roll balle en main et grosso modo le même nombre de tirs de champ. Donc on a un petit peu moins de polyvalence côté Cavs, on va plus exploiter certains compartiments clés comme notamment le pick and roll et l'isolation. J'ai fait un tableau, alors ça peut sembler être une usine à gaz, mais je vais vous le décrypter. J'ai fait un tableau pour essayer vraiment d'analyser les rapports de force entre attaque et défense sur les play types, donc sur toutes ces composantes de l'attaque des Warriors et de l'attaque des Cavs, au-delà
de la réussite au tir, vraiment pour rentrer dans les différents compartiments. Alors, ça a été très compliqué. Pourquoi? Parce que autant analyser les Warriors, c'est facile, on a beaucoup de recul parce que depuis le début de la saison régulière jusqu'à le premier match des finales, l'effectif des Warriors n'a pas changé et le rendement global de cette équipe des Warriors n'a pas changé. Donc en gros, on a une centaine de matchs de recul pour analyser cette équipe de Golden State et donc on a une vision qui est relativement correcte parce qu'on peut la projeter sur 100 matchs et finalement des petits coups d'éclat par-ci par-là qui pourraient tronquer la donne sur un éventail de matchs plus restreint, ça c'est pas vrai. Par contre, pour évaluer cette équipe de Cleveland, c'est plus compliqué parce que si on prend la saison régulière, eh bien, on a une saison régulière où on avait une équipe des Cavs qui était en service minimum, on avait des joueurs pas encore bien intégrés, des joueurs blessés, et le rendement actuel des playoffs ne correspond pas du tout au rendement de la saison régulière. Donc pour analyser en objectivité cette équipe de Cleveland, c'est plus compliqué. Alors j'ai fait un espèce de mix avec les données playoffs et puis j'ai quand même continué à garder un coup d'œil sur les données saison régulière, mais en gros c'est la structure d'attaque et la structure de défense ramenée au play type de cette équipe de Cleveland actuelle, à l'instant T, avec sa domination qu'on a pu constater durant les 3 premiers tours des playoffs. Alors pour que vous compreniez, je ne vais pas vous détailler tout le tableau, si vous voulez jeter un coup d'œil, eh bien faites une capture d'écran et vous pourrez regarder chez vous, mais l'idée c'est que vous avez là les différentes play types, donc les différentes structures d'attaque, le taux d'utilisation de l'équipe, première partie du tableau, les Warriors, deuxième partie, les Cavs. Donc ça veut dire que 18,5% du temps en attaque, les Warriors ils font de la transition. Et vous avez dans les lignes du dessous le rendement offensif des Warriors en points par possession quand ils font de la transition. Donc ça veut dire qu'en moyenne ils sont à 1,21 points par possession quand ils sont en transition. Le rendement défensif du coup de Cleveland, toujours sur la transition. J'ai fait une moyenne, donc entre qualité d'attaque et qualité de défense, et j'ai extrapolé cette moyenne par rapport au taux d'utilisation du compartiment de la structure d'attaque en question. Parce que évidemment, si vous êtes très très bon en défense sur un compartiment que l'équipe adverse utilise beaucoup, ça va être beaucoup plus intéressant que si vous êtes très bon en défense sur quelque chose que l'adversaire fait très peu. Donc tout ça permet d'arriver à une note globale, à une évaluation globale du rapport de force attaque-défense. Et cette note globale, qui tient donc compte de qualité d'attaque par rapport à qualité de défense sur tous ces compartiments, eh bien cette note globale, elle donne en moyenne pour 100 possessions un rendement de Cleveland à 100,14 points, et un rendement des Warriors à 99,16. Donc, si on considère que cette équipe de Cleveland maintient son niveau d'excellence actuel, eh bien, ils ont un avantage pas très très grand de 1 point, mais ils ont un petit avantage sur cette équipe des Warriors. Donc, la surefficacité de Cleveland devance la surefficacité défensive des Warriors de une unité, et puis inversement, la très bonne attaque des Warriors par rapport à la défense moyenne des Cavs ne permet pas de récompenser le différentiel dans l'autre sens, et vous avez globalement un ratio qui est favorable aux Cavs, mais de très très peu. Donc ça promet des finales qui sont serrées, et vous voyez que effectivement les moyennes pondérées en points par possession sur tous les compartiments, les deux équipes sont vraiment au coude à coude. Mais globalement, les Cavs étant ici en orange, on a pratiquement tous les compartiments un petit avantage à l'attaque de Cleveland. Mais, attention, il y a un gros mais. On ne peut pas prendre pour argent comptant cette analyse. Même si elle est très intéressante et même si finalement elle nous permet de manière quantifiée, sourcée,
avec des données qui sont vraiment palpables. C'est pas je vois ci, je vois ça, c'est vraiment du concret. Elle permet de montrer que concrètement, eh bien, une équipe n'est pas vraiment en domination sur une autre et que ça promet vraiment un choc. Ça promet vraiment quelque chose de passionnant. Il y a un énorme mais. Il y a un énorme mais qu'il ne faut absolument pas occulter, c'est que les Warriors sont aussi des mutants. Et la réalité que je vous présente de la domination de Cleveland, c'est la réalité de domination de Cleveland sur ces 3 premiers tours de playoff, plus une petite extrapolation de la saison régulière. Mais, bien entendu, on ne peut pas considérer que jouer les Warriors, ça revient au même que jouer les Pacers, que ça revient au même que jouer les Raptors, que ça revient au même que de jouer les Celtics. C'est un tout autre morceau. Donc, considérer que le niveau d'excellence atteint par les Cavs va réussir à être maintenu face à un adversaire du calibre de celui des Warriors, qui arrive quand même en finale NBA invaincu, dans un contexte qui est ce qu'il est, beaucoup de joueurs blessés en face, etc., mais qui au-delà de ça a quand même fait une saison régulière impressionnante et qui a déroulé tranquillement, presque sans forcer, pour atteindre les finales. Cet adversaire-là, il est d'un tout autre gabarit. Donc, considérer que Cleveland va maintenir ce niveau d'excellence et finalement réussir à aussi bien attaquer et aussi bien défendre face aux Warriors, comme ils pouvaient le faire face aux Raptors ou aux Celtics, c'est sans doute avoir une vision très optimiste et sans doute tronquée de la réalité. La réalité, c'est que cette équipe des Warriors, c'est la meilleure défense de tir à 3 points de la NBA. Et souvenez-vous, je vous le disais, pour que cette équipe de Cleveland s'impose, elle a besoin de maintenir un niveau d'adresse en mode insolence, et notamment au-delà de la ligne à 3 points. Là, on a un adversaire qui défend très très bien les 3 points. On a également la meilleure défense de la NBA pour tout ce qui est tir à plus de 4,5 mètres du panier. Donc les tirs à mi-distance que Cleveland exploite un petit peu et sur lesquels ils ont une belle adresse, plus les tirs à 3 points dont cette équipe de Cleveland est extrêmement dépendant, eh bien vous avez une équipe des Warriors qui défensivement peut parfaitement se positionner et parfaitement contester. Et puis pour tous les tirs tentés à moins de 2 mètres du cercle, les Warriors sont la 8e meilleure défense de la NBA. Donc ces Cavs qui étaient des excellents finisseurs tout près du cercle, eh bien ils ont opposé à eux une défense des Warriors qui est parfaitement en capacité d'aller bien les gêner pour leur tentative de drive. Et puis ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'exemple des Indiana Pacers qui ont donné pas mal de fil à retordre aux Cavs de Cleveland. Certes, ils ont été balayés 4-0, mais les 4 victoires de Cleveland ont été 4 victoires. C'était pas des blowouts, c'était 4 victoires serrées. Donc les Pacers, ils ont eu du répondant. Et comment les Pacers ont réussi à mettre en difficulté cette équipe de Cleveland? Eh bien, notamment en ayant un très très bon rendement offensif, ici, à plus de 111 points en moyenne pour 100 possessions, et ils ont réussi notamment à tourner à pratiquement 40% de réussite à 3 points, tout en ayant une présence au rebond, une domination au rebond, puisqu'ils prenaient plus de 50% des rebonds, et finalement, adresse plus domination au rebond, plus défense relativement correcte, parce qu'ils ont maintenu en gros les Cavs dans leur standard de la saison régulière à 116 points en moyenne pour 100 possessions. Et bien avec cette recette-là, ils ont réussi à donner vraiment du fil à retordre à cette équipe de Cleveland. Et les Pacers étaient aussi, sur le plan des qualités athlétiques, une équipe en capacité de rivaliser un petit peu avec les Cleveland Cavaliers, avec Paul George, Thaddeus Young, Miles Turner. Il y avait effectivement un front de court qui pouvait, entre guillemets, tenir face à Thompson, Love et LeBron James. Et finalement, cette recette qui a été concoctée par les Pacers, on imagine très très bien les Warriors être en capacité de la reproduire. Du répondant dans le défi physique, des bonnes qualités athlétiques. On peut à la fois tenir en face
en talent de force, mais à la fois tenir en face en talent de vitesse. Et ce qui a complètement tué cette équipe des Raptors, par exemple, c'est que certes, ils avaient la force, ils avaient les capacités physiques pour tenir les Cavs, mais ils n'avaient absolument pas les capacités de vitesse. Les Raptors ont été complètement battus sur le plan de la vitesse. Et puis les Celtics, eh bien, ils avaient certes peut-être la vitesse, mais ils n'avaient pas les capacités de physique, les capacités athlétiques pour matcher sur les Cavs, et c'est ça qui les a perdus. Ils ont été dans l'incapacité de défendre sur les LeBron James, et c'était insoluble pour les Celtics, parce que soit ils jouaient grand et ils étaient battus en vitesse par les Cavs, soit ils jouaient petit et finalement ils étaient dominés en taille, ils étaient dominés en capacité physique. Les Pacers, ils étaient moins dans ce casse-tête, et finalement c'est parfaitement envisageable d'imaginer les Warriors suivre un petit peu la voie des Pacers, non pas en se faisant éliminer 4-0, mais en ayant à la fois des capacités de force, des capacités de vitesse, des très bonnes capacités de sanctionner de loin, et au final, eh bien, une équipe des Cavs qui est mise en difficulté. Et puis, autre élément qui est très très important, c'est que les Warriors, ils matchent très très bien avec cette équipe de Cleveland, parce qu'ils ont énormément de stoppers défensifs sur les postes où, du côté de Cleveland, on a du talent. On n'a pas moins de 5 joueurs qui vont pouvoir défendre sur LeBron James, et ces 5 joueurs, alors vous ne le voyez pas, c'est en tout petit, mais je voulais tout vous afficher sur la même page, c'est en tout petit, mais je suis allé ici sur le tracking defense, sur l'analyse des qualités de défense, et tous ces joueurs, ils ont un différentiel de pourcentage de réussite de l'adversaire quand ils défendent sur lui qui est négatif. Donc tous ces joueurs, quand ils sont en défense sur quelqu'un, cette personne, elle est moins à droite qu'en moyenne par rapport aux autres défenseurs et aux autres équipes NBA. Donc ils ont Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson, Matt Barnes et Iguodala. Ces 5-là peuvent se relayer et défendre sur LeBron James, et ces 5-là sont des bons défenseurs et vont être en capacité de bien le gêner. Et on a très bien compris que côté Cleveland, si on arrivait à gêner un petit peu LeBron James, eh bien on mettait vraiment cette équipe des Cavs en difficulté. Kevin Durant est un excellent défenseur, ne l'oubliez pas. Il est connu pour ses qualités d'attaque, mais au-delà de ça, c'est un excellent défenseur. Et ce qui a vraiment tué les Celtics, c'est qu'ils n'avaient personne en capacité de stopper LeBron James. On s'imaginait que Jay Crowder allait pouvoir faire l'affaire, mais ça n'a pas été du tout le cas. Après, il y avait le rookie Jaylen Brown, mais il a fait ce qu'il a pu, mais c'est pareil, il n'était pas au niveau. Et c'est vraiment l'incapacité de stopper LeBron James qui a vraiment tué ces Celtics, parce que dès qu'il y avait des écrans, ils changeaient sur les écrans, ça créait des mismatchs. Et dès qu'il y avait des isolations, eh bien ni Crowder ni Brown n'arrivaient vraiment à gêner James. Résultat, on était obligé de venir aider, et James ressortait sur un tireur tout seul à 3 points qui sanctionnait. Là, côté Warriors, eh bien, on va pouvoir changer sur les écrans. On peut très bien imaginer Kevin Love qui pose un écran sur James, et puis la défense change et Draymond Green prend James, ou on a un écran de J.R. Smith, Klay Thompson prend James, et ça ne crée pas spécialement de mismatch. Et vous avez là finalement un arsenal de défenseurs qui est beaucoup plus impressionnant et qui est beaucoup plus riche que ce que pouvaient offrir les Pacers, les Raptors ou les Celtics. Et c'est bien aussi maintenant qu'on arrive au niveau des finales NBA que les rapports de force poste par poste vont être les plus marqués. Et puis au-delà de ça, défensivement, je vous le disais, côté Warriors, ça matche très très bien. Klay Thompson va défendre sur Kyrie Irving, c'est un super défenseur. Durant va prendre James, Draymond Green va prendre Kevin Love. Et finalement, vous n'avez pas en face de chaque star des Cavs un mauvais défenseur. Et évidemment, ça, c'est à l'avantage des Warriors. Et puis autre chose qu'il ne faut pas occulter, c'est que les Warriors 2017 sont bien meilleurs que les Warriors 2016. Je vous dis ça parce que effectivement, on pourrait considérer que c'est quasiment les deux mêmes équipes qui s'affrontent, et les Cavs 2016 ayant réussi à battre les Warriors, eh bien, il y a fort à parier qu'ils arrivent à reproduire cette même performance en 2017. Mais c'est occulter plusieurs choses. C'est occulter
que ces Warriors 2016, ils avaient certes fait une saison régulière impressionnante, mais dès le début des playoffs, ils ont eu une baisse de régime. Et les Warriors n'attaquaient pas les finales NBA 2016 en étant vraiment en excellence et en domination totale. Ils avaient souffert face aux Blazers, ils avaient été à 2 doigts d'être éliminés face aux Thunder menés 3-1, souvenez-vous, et puis ils avaient vraiment alterné du bon et vraiment du moins bon. On n'avait pas du tout ce niveau d'excellence que les Warriors peuvent afficher là en 2017. Et puis, si on regarde dans le détail des rendements, de la profondeur de l'effectif, en 2016, il n'y avait qu'un seul joueur à plus de 20 de PER, c'était Stephen Curry. Tous les autres étaient en deçà, et là en 2017, on a 4 joueurs qui jouent au moins 10 minutes par match. J'ai sorti de cette analyse les joueurs qui jouent vraiment de manière anecdotique. On a 4 joueurs à plus de 20 de PER. Donc on a vraiment une énorme richesse de talent en 2017 qu'on n'avait pas en 2016. Et ce qui est le plus insolent, c'est que les Warriors, ils sont en domination totale jusque-là en playoff avec un Klay Thompson qui est l'un des joueurs qui joue le plus, qui n'a que 8,4 de PER, donc qui passe complètement à côté de ses playoffs. Il passe complètement à côté de ses playoffs en attaque. Attention, pas de raccourci rapide. En défense, il a fait un excellent boulot dans ses playoffs, mais il passe complètement à côté en attaque. Et au-delà de ça, les Warriors sont en train de dérouler et sont en train de montrer qu'ils sont beaucoup plus forts que les Warriors de 2016. Il y a un point, par contre, que les Cavs peuvent exploiter et où Cleveland est souverain. C'est ce que je vous ai mis ici. C'est sur l'apport des bons. Dans la vidéo d'analyse qu'on a fait de Cleveland juste avant celle-là, je vous ai dit l'une des raisons de l'excellence des Cavs durant ces playoffs, c'est l'émergence d'une deuxième unité avec Deron Williams, Kyle Korver, Iman Shumpert et soit Channing Frye, soit Tristan Thompson et LeBron James. C'est vraiment l'émergence de ce 5 mineur entre guillemets, je mets 5 mineurs entre guillemets parce qu'il y a LeBron James, mais c'est l'émergence de ce 5 qui pour moi a le meilleur QI basket de l'équipe de Cleveland qui a permis aussi aux Cavs d'avoir ce niveau d'excellence là parce qu'ils arrivent à maintenir finalement un haut niveau de rendement entre le 5 majeur et le 5 mineur. Et quand on regarde les performances des deux équipes durant ces playoffs, dans le second quart-temps, qui est traditionnellement le moment des remplaçants, eh bien, on constate que cette équipe de Cleveland, elle est en domination totale, et on retrouve finalement les grandes lignes de la domination globale. Par contre, les Warriors, eh bien, sur les seconds quart-temps, ils ont très très mal défendu, ils ont correctement attaqué, mais au final, ils ont un net rating défavorable. Donc, ça veut clairement dire que si les Warriors lâchent entre guillemets leurs 5 mineurs opposés aux 5 mineurs des Cavs, eh bien ils se feront très largement dominer sur la base de ces données-là. Mais quand je regarde effectivement qui peut sortir du banc côté Cavs et opposé à qui peut sortir du banc côté Warriors, il n'y a effectivement pas photo, mis à part Iguodala, Livingston, et peut-être un peu David West, et pourquoi pas un peu de Javal Magui, mais ces joueurs-là sont des finisseurs ensemble sur le terrain, on les voit mal effectivement réussir à produire quelque chose. Donc ça peut exposer les Warriors dans les séquences où les 5 mineurs s'affrontent. Par contre, il y a une très large domination des Cavs, c'est ce qu'on a vu, mais ne pas oublier que la deuxième unité des Cavs, qui est celle qui évolue ici, elle a un excellent rendement parce que LeBron James est aux côtés de cette deuxième unité sur le terrain. Et les Cavs s'en sortaient très bien sur tous les matchs de playoff jusque-là, parce que qu'est-ce qui se passait? LeBron James, il jouait pratiquement en intégralité les 3 premiers quart-temps, et puis Cleveland arrivait dans le 4e avec 20 points d'avance, et Tyronn Lue laissait James sur le banc, et il ne jouait pas le dernier quart-temps. Et au final, il jouait 39 minutes en moyenne par match, et on était sur des rendements classiques en termes d'utilisation d'une superstar. Là, côté Cleveland Cavaliers, si on veut maintenir
eh bien, un bon rendement de la deuxième unité. On va devoir laisser LeBron James sur le terrain. Et si on rentre dans une fin de match serrée, eh bien on va avoir un LeBron James qui sera probablement dans ses 44-45e minutes de jeu dans les derniers instants du match, et ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Alors certes, LeBron James est un mutant, mais ça reste quand même un être humain. Donc, arrivé à un moment, il sera fatigué, et si on retombe dans des scénarios avec des fins de match serrées, avoir une superstar qui a déjà beaucoup joué, et multiplié sur les 7 matchs d'une série, eh bien ça peut avoir un impact. Donc clairement, il y a un avantage du banc des Cavs. Aux Warriors d'essayer de matcher, peut-être qu'ils vont moins utiliser leur banc, plus utiliser leur star, ou qu'ils vont effectivement peut-être moins lâcher en même temps de remplaçants et laisser une configuration où on garde 3 des 4 All-Stars. Mais toujours est-il que cette domination des bancs ne doit pas occulter le fait que ce rendement-là n'existe côté Cavs que parce que LeBron James est encore avec les remplaçants sur le terrain, et que sur une fin de match, effectivement, ça peut générer des problématiques de surutilisation de la star de Cleveland. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette preview sur les finales NBA 2017 ? On a clairement, on l'a vu, un choc des titans. On a vraiment une collision frontale entre deux 40 tonnes lancées à pleine vitesse sur l'autoroute. Ça promet des finales qu'on espère le plus passionnant et le plus serré possible. Cleveland, pour s'en sortir sur ces finales NBA, doit maintenir sa surefficacité offensive, notamment avec une constance dans cette réussite incroyable à 3 points qui a clairement bâti le succès de l'équipe sur les playoffs. Elle doit miser aussi, cette équipe des Cavs, sur l'apport du banc. Et attention, j'ai mis attention au coaching serré, parce que, notamment face aux Celtics dans le match 3, que les Celtics emportent, eh bien, cette équipe des Cavs a été un petit peu mise en difficulté, et Coach Lou a resserré sa formation et a moins utilisé le banc, et je trouve que ça serait dommage parce que ce banc des Cavs peut très certainement apporter quelque chose, donc ça serait dommage de le laisser entre parenthèses. Cleveland doit dominer au rebond, notamment au rebond offensif, ça c'est indispensable. On peut imaginer que face à la bonne défense des Warriors, ils vont manquer un petit peu plus de tirs. S'ils n'arrivent pas à récupérer des rebonds offensifs derrière, eh bien ça va être compliqué pour eux. Pas d'occasion en deuxième intention, pas de points en deuxième chance, et ça peut être dommageable. Ils doivent proposer un défi physique constant, harceler les Warriors. Les Warriors, et notamment Steph Curry, ont des joueurs qui n'aiment pas le défi physique. Dès que c'est très très physique avec Stephen Curry, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contacts, on est vraiment collé dans ses baskets, eh bien il n'est pas à son aise. Et ça pourrait être intéressant pour les Cavs de faire exactement ce qu'ils ont fait face aux Celtics avec Thomas. C'est vraiment un énorme défi physique pour rester collé dans les basques de Curry, et au final pour empêcher les Warriors d'imprimer leur rythme. Et ça c'est très important, et c'est sans doute la clé de toutes ces finales, c'est que les Warriors, c'est vraiment une équipe de tempo, c'est une équipe de momentum, c'est une équipe de rythme. Si les Warriors, vous arrivez à les faire sortir de leur rythme c'est quoi ? C'est ils arrachent des stops défensifs, ils trouvent des 3 points en transition. Si vous arrivez vraiment à les enrayer et à limiter les opportunités comme ça, de les voir créer un écart en mettant du 3 points, en étant dans l'adresse, en étant dans l'insolence, avec les step back, les tirs à 9 mètres, si vous empêchez les Warriors de passer dans ce mode-là, eh bien effectivement c'est plus tout à fait la même équipe. Et ça va être vraiment une des missions de ces Cavs, c'est de ne pas laisser cette équipe des Warriors imprimer son rythme sur les finales. A contrario, les Golden State Warriors, ils doivent absolument, pour espérer s'en sortir durant ces finales, dominer en défense. Et dominer en défense, ça veut dire quoi ? Ça veut dire contester les tirs extérieurs, notamment à mi-distance et à 3 points, et faire plonger vers le bas l'adresse insolente des Cavs. Pas d'adresse côté Cavs, défaite assurée. L'équipe, on l'a vu, est extrêmement conditionnée à sa réussite de loin. Dans la continuité,
on arrache des stops défensifs, on force des tirs compliqués, derrière on doit verrouiller au rebond. Les deux équipes ont à peu près le même niveau au rebond. Donc on ne peut pas considérer que l'un va dominer l'autre, ça va vraiment être à l'équipe la plus appliquée, qui fait les meilleurs écrans retard et qui a le plus d'agressivité dans la lutte au rebond. Ça sera un déterminant. Ça sera vraiment un déterminant, notamment pour Cleveland. Cleveland ne peut pas espérer gagner si ils ne sont pas devant au rebond offensif. Il faut, côté Warriors, de l'agressivité vers le cercle. Et j'ai mis que c'était un choc des cultures d'attaque. Parce que les Cavs, ils vont beaucoup tirer de loin. C'est leur fonds de commerce. Mais les Warriors, qui sont un petit peu moins adroits que les Cleveland Cavaliers sur les standards des playoffs, au-delà de la ligne à 3 points, ils ont tout intérêt, à contrario, à être très agressifs vers le cercle pour exposer la défense de Cleveland et pour aller chercher des points à haut pourcentage en dessous. Donc ils doivent faire preuve d'agressivité vers le cercle et effectivement proposer énormément de mouvements. C'est vraiment le jeu sans ballon, c'est vraiment la richesse sans ballon qui met la défense des Cavs dans des situations compliquées. Le verdict. Avant de vous livrer mon verdict personnel, très important de répondre à ces 4 questions pour avoir vraiment une idée la plus éclairée possible de qui peut l'emporter dans ces finales NBA. Les questions que vous devez vous poser vous-même pour vous dégager votre propre verdict sur ces finales à la vue des différents éléments que j'ai pu vous livrer. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les Cavs peuvent-ils continuer à tirer à 50% de réussite à mi-distance et pratiquement 45% de réussite à 3 points face à la meilleure défense NBA? Est-ce que les Cavs peuvent réussir à neutraliser 4 All-Stars en face, en attaque? Est-ce qu'ils ont assez de ressources défensivement pour neutraliser en face une équipe où il y a 4 All-Stars, chose qu'ils n'ont jamais rencontrée en play-off jusque-là? A contrario, est-ce que les Warriors vont être en capacité de gêner LeBron James et d'enrayer l'attaque de Cleveland, chose qui n'a pas été fait jusque-là en play-off? Même les Raptors et les Celtics, qui étaient des défenses correctes, n'ont absolument rien pu faire face à LeBron James et aux Cavs. Et est-ce que les Warriors vont réussir à imprimer leur rythme et à imposer leur marque de fabrique face à une des équipes les plus athlétiques et les plus rapides de la ligue? C'est en répondant à ces 4 questions que vous allez pouvoir tirer votre propre verdict et avoir finalement une vision la plus objective possible de ces finales NBA. Pour ne pas tomber dans la facilité et ne pas me défausser, je vais quand même vous livrer mon verdict personnel qui est en fait ma réponse à ces 4 questions que je viens de vous présenter. Mon avis, c'est que les Cleveland Cavaliers, ça me paraît compliqué qu'ils arrivent à maintenir leur niveau d'insolence en réussite extérieure, en réussite à mi-distance et en réussite à 3 points face à une équipe des Warriors qui est défensivement extrêmement affûtée, extrêmement au point. Ça serait vraiment un exploit que d'arriver à continuer à tourner à 45% de réussite à 3 points face à une si bonne défense en face. A contrario, je pense que les Cavs sont un petit peu trop faibles défensivement pour réussir à tenir 4 All-Stars en face côté Warriors. Et côté Warriors, il y a potentiellement 3 joueurs sur le terrain qui peuvent prendre feu sur un match et mettre 40 points. Donc quand vous avez 3 joueurs qui peuvent mettre 40 points et que vous êtes une défense qui est correcte mais sans être excellente, ça paraît vraiment être un défi qu'il est compliqué à résoudre. Et puis les Warriors, ils ont vraiment le personnel, ils matchent très très bien avec cette équipe des Cavs, là où les précédents adversaires, que ce soit les Raptors ou les Celtics, matchaient très très mal. On en a déjà parlé, mais les Raptors étaient trop lents, les Celtics
était face à des dilemmes insolubles, soit trop lent parce qu'il voulait jouer grand, soit suffisamment rapide mais complètement dominé en qualité physique parce qu'il jouait trop petit. Là, côté Warriors, on a vraiment un personnel qui peut très très bien matcher. Est-ce que ça veut dire pour autant que les Warriors vont s'imposer facilement ? Pas sûr, parce que cette équipe des Cavs, elle a de la ressource, elle a de la combativité, et elle a montré par le passé que quand elle était poussée dans les cordes, eh bien, elle était en capacité de se ressaisir et de rebondir. Donc espérons qu'on ait des finales serrées. Maintenant, j'ai peur qu'on tombe dans des orgies offensives et qu'on ait des matchs à sens unique. Un petit peu comme ça a été le cas en 2016, où finalement il y a eu très très peu de matchs serrés. Je pense qu'effectivement, on va avoir pas mal de matchs avec des cartons Mike Tyson. Donc ce que j'appelle des cartons Mike Tyson, c'est avalanche de points, POINTS. Et dès le début, une équipe est complètement dedans, elle est en adresse insolente, et elle crée un écart, et ensuite cet écart est maintenu. J'ai peur que ce scénario-là se répète pas mal durant ces finales, mais croisons les doigts, et espérons qu'on ait de l'intensité, du suspense, et des fins de match serrées d'ici là. Prenez soin de vous, et bonne finale à tous!